modifié l'ordre du jour puisqu'il y avait des partenaires là, qui étaient contraints par le temps. L'idée, c'est de présenter des actions qui sont portées par des entreprises et sous des modalités assez différentes, on va le voir tout à l'heure. Et donc je vais laisser se présenter Sébastien Bruyère de Tech Conseil, puis Jérôme Lelon d'Enercom, qui propose chacun dans des modalités très différentes des solutions à ces problématiques énergétiques qu'on a abordées depuis 5 ans. Donc je donne la parole peut-être à Sébastien. Bonjour, Sébastien Bruyère de Tech Conseil. Je suis ingénieur de projet dans une petite structure marseillaise, un cabinet de conseil. Notre spécialité, c'est plutôt les politiques climatiques. On travaille sur pas mal de sujets. On travaille notamment avec la région sur le sujet de la rénovation des copropriétés. On travaille sur un sujet aujourd'hui qui nous était un peu plus cher dans le cadre de cette journée. C'est un projet qui s'appelle HOPE, l'espoir. Et c'est un acronyme en fait qui veut dire Household Preferences for the Reduction of Greenhouse Gas Effects. Bon. D'ailleurs tout ça, donc si c'est en anglais, c'est parce que c'est un projet européen, donc qui est mené par 4 pays à la fois. Ici en France, c'est notre structure qui porte ce projet et on va mettre en place ce projet dans une région en particulier, la région d'Aix-en-Provence. Et ce projet, j'ai quelques minutes pour vous le présenter, alors je vais essayer de vous en donner un petit aperçu. C'est un projet qui vise à rencontrer des gens recruter le plus sans biais possible. En fait, on évite les climato-sceptiques purs et durs, on évite ceux qui sont déjà ultra convaincus par la démarche. Et on va aller chez ces gens. Et avant toute chose, on va leur poser quelques questions sur leurs habitudes de consommation et des questions sur à peu près tout le domaine. Comment ils roulent, comment ils se chauffent, quelle est la structure de leur maison, qu'est-ce qu'ils mangent aussi, ça a été relevé tout à l'heure, l'alimentation. Et à partir de ça, on va leur donner leur empreinte carbone personnalisée. Ça va nous servir de point de départ à un entretien. Et de cet entretien va découler des propositions d'action. Mais le plus simple en fait, c'est que je vous propose, alors l'outil que je vous présente ici, c'est un outil Excel qui nous sert vraiment à faire les entretiens. Et je vais juste le parcourir rapidement pour vous montrer un petit peu comment on s'en sert. Déjà, vous allez découvrir au fur et à mesure de cette feuille quelques questions qui sont posées au foyer. Vous allez voir qu'elles sont très diverses. Bon, évidemment, on s'engage à savoir qui ils sont, depuis habitants dans les foyers, etc. Quel âge de votre maison, on donne une première image. Ensuite, il faut les descendre s'il vous plaît. On leur demande combien ils dépensent, juste pour savoir, pour faire une enquête sur leur revenu, mais encore dessous, et tout un petit tableau avec différents postes de consommation. En gros, quelle est la part de leur budget dans les appareils électroniques, quelle est la part de leur budget dans l'alimentation. Ça nous sert juste aussi à détailler toutes les émissions carbone qui sont nécessaires à charge. Parce qu'on sait que s'ils dépensent environ 40 € par mois dans un appareil électronique, on peut estimer à partir de certains facteurs d'émission que l'on prend à la base de la laine, le ratio qui est lié à ce poste. En dessous encore, s'il vous plaît, on va passer très vite. Donc on leur demande les trajets, on leur demande comment ils se chauffent, est-ce qu'ils utilisent comme source d'énergie, est-ce que c'est l'électricité, est-ce que c'est autre chose. Donc là, on parle de facteurs d'émission, l'électricité est vertueuse. Donc dans le débat, on n'est pas rajouter que le facteur d'émission c'est un facteur environnemental parmi d'autres, et que d'ici il faut quand même produire, même si c'est pas le carbone. Encore en dessous, s'il vous plaît, est-ce qu'ils se chauffent, est-ce qu'ils ont comme matériel chez eux, comment ils l'utilisent aussi, où est-ce qu'ils sont situés, est-ce qu'ils sont à la campagne, est-ce qu'ils sont des centres de proximité, quels sont qui sont-ils. Et à partir de toutes ces questions, si vous voulez bien prendre le deuxième feuillet, du coup, le Initial Footprint, on leur propose une synthèse avec quelques camemberts d'infographie. Et ça va leur montrer quels sont leurs principaux postes d'émission carbone. Souvent, c'est là où les premières questions commencent à arriver. Ils sont souvent surpris. Là, par exemple, ça sont des intervalles pour être un autre camembert, sont tous différents, ils sont propres à chacun des foyers. Et si on
d'électricité, donc du coup, ces émissions sont plutôt réduites. Elle circule très peu, parce que son travail est à proximité, donc du coup, ces émissions en réalité sont assez réduites, et du coup, c'est la part de l'alimentation qui gagne. Elle qui a arrivé dans cet entretien, sans trop savoir en aller parler, elle est très peur de polluer. C'était un terme très vague, et là on commence à rentrer en détail, on lui dit, ah vous voyez, là, c'est sur cette partie-là de votre vie que vous aimez le plus. Très bien, comme départ. On a, donc, je vous passe rapidement sur les autres graphiques, en fait, ils sont juste plus détaillés que le premier qui est la synthèse absolue. Et à partir de ça, on va dire maintenant que vous avez vu qui vous êtes, comment vous habitez, quelle est votre émission de carbone spécifique à votre foyer, on va vous proposer un choix d'action. Donc si vous voulez bien aller sur la feuille numéro 3, et dans cette feuille, donc ça c'est des feuilles en fait qui apparaissent ici à l'écran et qu'on va distribuer sous forme de petits papiers. On va la présenter ça sous une forme de jeu, on essaie de faire ça le plus ludique possible. Et on va dire voilà des actions qui sont aussi personnalisées caractéristiques de votre foyer. Ce sont des actions qui ont chacune un coût mensuel personnalisé caractéristique de votre foyer, encore une fois. Si c'est un rouge, ça va coûter de l'argent, si c'est en vert, vous allez gagner. Et à chaque fois, en termes d'émissions de dioxyde de carbone, quel est l'impact? Souvent il est vertueux parce que les actions qui sont listées ici sont toutes des actions vertueuses. Isoler des murs, si vous voulez bien descendre, et on liste quelques du hasard, donc on voit moins chauffer le logement, si on chauffe trop, changer le système, passer au renouvelable, ça coûte un peu moins si on trouve facilement. Encore un peu plus loin, parce que c'est tous ceux qui sont liés à l'habitat. Améliorer la façon d'acheter, la consommation, que ce soit autant dans les appareils ou l'utilisation aussi de ces appareils. Si vous utilisez un lave-vaisselle, est-ce que vous le chargez bien à chaque fois? Sans approcher des transports publics ou centre-ville. Donc en fait, c'est tout un panel d'actions qui sont extrêmement variées, qui concernent aussi du coup l'alimentation. Donc de la personne ici, on va lui proposer aussi d'acheter des nourritures moins coûteuses en carbone. Plus bas, on va voir, ça concerne tout ce qui est l'alimentation de carbone, effectivement, ou des produits frais, des produits locaux, privilégier le circuit court. Il y a 60 actions, comme ça, qui concernent tous les domaines, le recyclage, l'alimentation, l'habitat et les transports. Et on leur dit, vous découvrez ces actions, vous voyez quel impact ça a sur votre vie. On voulait choisir en priorité celle qui vous semble le plus adéquate pour vous, celle que vous préférez. À partir de là, les gens font une liste, tac, 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 et les classes en action de 1 à 15. Et dans la feuille numéro 4, du coup, si vous voulez bien, on va classer ces actions. Si vous arrivez à la droite, je sais que c'est un peu délicat avec l'outil Excel. Il y a des graphiques ici avec quelques valeurs, et les valeurs, il y en a très peu en fait. L'impact carbone, combien de carbone, combien d'équivalent carbone en moins par an pour le foyer. Pour chacune de la simulation, il y a deux simulations ici. Une première simulation, c'est vraiment les gens choisir son préférence pure. Et une deuxième simulation, on va dire, et si l'Europe ou les États se mettaient d'accord sur un objectif de 50% d'émissions carbone en moins par foyer, quelle serait la solution que vous choisiriez? Est-ce que ça influence à votre choix? Quelquefois oui, quelquefois non. Mais on leur demande de regarder le graphique qui est juste en dessous. Je sais que c'est pas être un pixel. Il y a quelques barres, c'est facile. En fait, la première, c'est l'empreinte carbone actuelle. La deuxième, c'est la diminution de 50%, l'objectif. La troisième, c'est la simulation 1 et la quatrième, la simulation 2. Quand on va choisir les actions, au fur et à mesure que les gens choisissent les actions, on les rentre dans l'outil baisse. Donc c'est là où l'interaction, c'est qu'ils peuvent voir leur émission de carbone simulée diminuer au fur et à mesure des actions. Donc ça incite souvent à dire à les gens d'aller plus loin. Et du coup, ça nous donne une liste d'actions qui est ici et qui change vraiment d'un foyer à un autre. Certains vont privilégier l'actions sur le résultat, d'autres vont privilégier l'actions sur l'alimentation. Mais le but évidemment de cette enquête, c'est de lancer une réflexion. Ça, c'est au niveau des gens qu'on va voir. Forcément, après avoir passé 2 heures avec nous à réfléchir à ça, ils se disent déjà qu'ils sont rassurés. Parce que la première question quand on arrive, c'est est-ce qu'on pollue, est-ce qu'on pollue.
on dit non, c'est pas ça, vous êtes dans la norme, vous êtes de plus, vous êtes de moins, et voilà les actions que vous pourriez faire, ça vous intéresse. Et si vous les faites, vous pourriez aller jusqu'à 30%, enfin vous pourriez aller jusqu'à 30% de vos émissions de carbone avec des actions qui vous plaisent, ça les touche. Et surtout, derrière on dit, et en plus, vous allez gagner 100 € par mois, vous allez ne dépenser que 80 € par mois. Ça aussi, ça les touche, c'est concret. Ça, c'est la partie qui est le discours que l'on réserve au foyer quand on va rentrer. Et le but de tout ça, comme c'est une étude qui va être menée de la même façon dans 4 pays différents, la France, l'Allemagne, la Norvège et la Suède, l'étude va être la même forme dans les 4 pays, et tous les résultats vont être étudiés, et on va présenter ça aux décideurs politiques pour indiquer quelles sont les préférences des foyers qui sont sondés. Et aussi, pour le discours qu'on va penser, c'est qu'il y a tout un tas d'actions qui sont envisageables, que les gens sont déjà plus ou moins, dont les gens sont conscients à diverses échelles. Et à nous maintenant de les donner aussi des aides à la décision. Voilà, c'est pour le projet de groupe. Merci bien. Peut-être quelques précisions. Il s'agit donc d'un projet européen qui globalement apporte quel type d'objectif le projet dans quelle mesure européenne ça se situe L'objectif dont on parle, et c'est pour ça qu'on a une barre de 50%, c'est la diminution de 50% des émissions de carbone pour les foyers, puisque les foyers, depuis récemment aussi, sont ciblés par toutes les politiques climatiques. Et voilà, du coup, l'objectif qu'on fait passer, c'est ça. Si on était en obligation d'arriver à diminuer de moitié notre émission de carbone, comment ça se fait ? Alors, ma question, c'était aussi de savoir dans quel type de projet européen ça se situe, puisque les différents projets répondent à différents objectifs qui répondent aux objectifs de la communauté européenne, de l'Union européenne, et c'était pour savoir dans quelle catégorie celui-là pouvait se situer. Mais c'est une question, rien à gagner. Oui, je sais rien. C'est une vraie réponse. Oui. Peut-être je vous propose de passer, peut-être pour échanger sur d'autres aspects, de passer peut-être une présentation rapide aussi d'Enercop, et on va le voir, ça rejoint un certain nombre là aussi on va rejoindre un certain nombre de sujets communs ou d'approches communes. J'ai oublié de vous dire en démarrant que l'intitulé de la table ronde, c'était « Innover et entreprendre durablement pour une société sobre en carbone et résiliente ». L'innovation, elle peut porter sur des méthodes d'enquête et d'identification des besoins ou de la mobilisation des citoyens, c'est ce que vous pensez. L'innovation, elle peut être aussi dans la mobilisation des citoyens pour la prise en compte de leur propre consommation quotidienne. Peut-être que votre enquête peut nourrir les réflexions d'Enercop et réciproquement aussi. Donc je passe la parole à Jérôme Lelon d'Enercop qui va nous présenter cet outil. Merci. Est-ce que si je parle comme ça, tout le monde m'entend ? Ouais. Ok, je vais le faire sans micro alors. Ça va aussi pour la caméra, a priori ? Ok. Je préfère parler sans micro, je suis plus à l'aise comme ça, je préfère parler fort. C'est bon ? Ok, super. Donc Enercop PACA, donc j'ai essayé d'adapter un peu la présentation d'Enercop PACA à l'intitulé de cette table ronde. Donc c'est vraiment comment innover pour une société sobre en carbone. Donc effectivement, Enercop c'est une entreprise qui est innovante, plus sur son modèle, autant on va dire sur son modèle social que sur son modèle environnemental. Et vous allez voir pourquoi. Donc, Enercop, on est fournisseur d'électricité. Vous savez sûrement que le marché de l'électricité est ouvert en France depuis 2005. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez un seul acteur sur ce marché-là qui était EDF, l'entreprise de service public, donc qui s'occupait de la production, du transport et de la distribution de l'électricité et de ce qu'on appelle la fourniture, c'est-à-dire la vente au consommateur final de l'électricité. Et depuis 2005, ce qui a été ouvert à la concurrence, donc c'est les aspects production d'énergie et fourniture, vente aux consommateurs. Le transport est toujours assuré par un service public via deux entreprises, ERDF et RTE. Merci.
Le contexte dans lequel s'est construit Enercop, c'est ce qui nous réunit entre autres aujourd'hui, c'est les changements climatiques et aussi les risques et les pollutions liées aux énergies fossiles et fissiles. D'accord ? J'attire votre attention sur le fait que le climat, c'est une cause importante, mais je vous invite aussi à être attentif au discours qui nous dirait on va remplacer le charbon, par exemple, par le nucléaire. On parlait tout à l'heure du chauffage électrique qui est peu producteur de carbone. Il est déjà pas nul en production de carbone, mais il y a d'autres choses qui découlent derrière. Je vous invite aussi à être attentif sur les conséquences de l'utilisation massive du nucléaire, notamment dans les transports, la voiture électrique, etc. Voilà. Je ferme cette parenthèse sur le nucléaire, donc on est bien en tout cas sur des risques et des pollutions, le réchauffement climatique et des risques et pollutions sur notre système de production d'énergie actuel. Et un contexte social qui, avec la raréfaction des ressources et l'ouverture du marché, mène déjà à une augmentation du prix de l'énergie. On le voit, EDF et tous les autres fournisseurs augmentent régulièrement leurs tarifs. Donc Enercop est né sous l'impulsion d'un certain nombre de grands acteurs de l'environnement, de l'économie sociale et solidaire, de la finance solidaire, des énergies renouvelables. On va passer, les deux principes forts d'Enercop, c'est qu'on est fournisseur d'une électricité 100% renouvelable. On est les seuls à le faire en contrat direct avec des producteurs. C'est-à-dire que les consommateurs d'Enercop, ils savent que ce qu'ils payent sur leur facture, ça ne va plus qu'à des producteurs d'énergie renouvelable. Ça finance plus de fossiles, plus de nucléaire. D'accord ? Donc éolien, photovoltaïque, hydroélectricité et biomasse. Et le deuxième principe fort, c'est qu'on est une coopérative. Donc on a un fonctionnement coopératif. Un multisociétariat qui permet aux producteurs, aux consommateurs, aux salariés, aux collectivités locales d'être associés de la coopérative et de prendre leur part dans la gouvernance. D'accord ? On a des sièges réservés pour chaque collège dans la coopérative. Sur le principe, une personne égale une voix, c'est-à-dire qu'un consommateur qui a pris 10 parts sociales, il aura le même pouvoir qu'un autre consommateur qui n'en a pris qu'une seule. Et on est sans but lucratif. Donc chercher un autre fournisseur d'électricité qui soit sans but lucratif, c'est-à-dire que les bénéfices qu'on fait, on les réinvestit totalement dans la coopérative, donc pour continuer à développer les énergies renouvelables et à promouvoir les économies d'énergie. Donc les objectifs d'Enercop, c'est remettre les citoyens et les territoires au cœur du débat énergétique, parce que quand on devient client chez Enercop, on peut aussi devenir sociétaire et du coup participer aux projets locaux qui sont portés par notre fournisseur d'électricité et s'impliquer là-dedans. Et donc on peut se réapproprier cette question-là en agissant concrètement là-dessus. Proposer un prix juste pour les producteurs et les consommateurs, puisqu'on est bien là sur une négociation, puisque les consommateurs et les producteurs font partie de la coopérative et peuvent du coup discuter ensemble du prix de l'énergie. Et évidemment sensibiliser aux enjeux sociaux et environnementaux des questions d'énergie. Un petit mot sur Négawatt. Quand on parle, nous, de transition énergétique, effectivement, on n'est pas juste sur le carbone, on est aussi on se base sur le scénario Négawatt. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les seuls qui ont vraiment réfléchi à un scénario ambitieux pour la France de sortie à la fois du fossile et du nucléaire à l'horizon 2050. Voilà, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais quand nous on parle de transition énergétique, on est là-dedans, et ça passe inévitablement d'abord par des économies d'énergie. Effectivement, ça c'est important de le dire aussi, c'est-à-dire qu'on ne passera pas à du 100% renouvelable si on ne travaille pas en priorité sur la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique. Donc on est vraiment dans cette démarche-là. Nos métiers, donc c'est la fourniture d'électricité, donc on est là avant tout, on va dire, pour vendre des contrats d'électricité, c'est ce qui nous fait tourner la boutique. Et on réinvestit donc en développant des nouveaux moyens de production sur le territoire. Et on a vocation aussi à développer des services de réduction des consommations. C'est là où aujourd'hui chez Enercop Packard on est à la bourre, mais parce qu'on voit bien que c'est compliqué, on pourra en parler, mais là votre projet par exemple il est financé par des fonds européens, etc. Donc ce qui vous permet effectivement d'aller directement chez les gens, prendre du temps, discuter avec eux 2 heures, etc. pour les sensibiliser aux économies d'énergie, etc. Aujourd'hui le modèle économique des économies d'énergie il est compliqué à trouver. Donc aujourd'hui nous on est encore à la bourre là-dessus, mais on a vocation à le faire en tout cas. Merci.
Voilà, un petit schéma pour comprendre un petit peu que l'énergie qu'on fournit aux consommateurs, en fait, sur le réseau, elle est mélangée avec les autres. Hein. Personne n'est capable aujourd'hui de dire d'où vient l'énergie qu'on consomme de notre prise. Nous, ce qu'on assure, c'est que nos producteurs d'énergie renouvelable ont injecté sur le réseau autant que ce que consomment les consommateurs, l'ensemble des consommateurs, et on fait le lien contractuel et financier. Donc, ce que payent nos consommateurs sur leur facture, ça va bien plus qu'à des producteurs d'énergie renouvelable. Voilà, en quelques chiffres, Enercop, donc au niveau national, on est 80 salariés, on a à peu près 25 000 consommateurs aujourd'hui chez Enercop, dont 2600 professionnels, une cinquantaine de collectivités. Sur les 25 000 consommateurs, on en a 15 000 qui sont sociétaires, donc qui sont associés de la coopérative. À peu près une centaine de producteurs, et si on fait un focus sur la coopérative régionale, donc on est 6 salariés, 1900 consommateurs, enfin voilà, il y avait les chiffres. Voilà, donc effectivement, quand on parle de développement durable, nous on est vraiment, en tout cas on pense être un des exemples concrets de comment on peut entreprendre un petit peu différemment aujourd'hui, sur plein d'aspects, puisqu'on a vraiment une gouvernance partagée, on travaille, on respecte nos salariés, etc. Merci. Voilà, donc ça c'est sur notre modèle, une personne égale une voix, on l'a déjà dit, ok, merci. On travaille tous au 4/5e, ça c'est juste pour la petite anecdote aussi, on est aussi sur le respect des salariés pour avancer. On a la parité homme-femme et l'échelle de salaire entre la directrice et le dernier arrivé qui est de 1,3. Et voilà, bon ça c'est plus un petit peu nos principes de RSE. Voilà pour la présentation d'Enercop, du coup comme ça on laisse un peu de temps pour les échanges et les questions. Petit dernier mot, excusez-moi. On participera à la marche mondiale pour le climat qui a lieu le 29 novembre, dimanche 29 novembre. Il y a un rassemblement à Marseille, place Bargemont, à 13h. Venez, parlez-en, parce que c'est là qu'on va pouvoir montrer qu'on est nombreux à vouloir un vrai changement pour la COP. Merci beaucoup. Juste un instant. Donc on a vu comment on pouvait questionner et interroger et explorer des actes de mobilisation des citoyens par le projet O, et comment d'autres initiatives permettent de mobiliser directement des citoyens par une démarche coopérative. J'en profite pour dire que l'IRFED que je dirige est également une société coopérative d'intérêt collectif. À mon avis, les projets associatifs et coopératifs sous toutes leurs formes sont garants des solutions à trouver dans les années qui viennent. Alors, vous avez présenté tous les deux vos projets. Il y a sans doute des questionnements complémentaires qui vont être posés par la salle. Si on peut avoir Taïla un micro. Allez, c'est parti. Donc il y avait monsieur qui avait demandé la parole tout à l'heure, et après, du côté des véganes. Bonjour, voilà. Oui, voilà. La première question concerne l'organisation Europe. Nous faisons les mêmes études au niveau des consommateurs d'électricité puisqu'on propose de consommation. D'abord, je voulais savoir, dans votre démarche, effectivement, le résultat démontre une économie auprès du particulier, mais vous ne chiffrez pas le coût des interventions nécessaires, des propositions, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient après pour dire, bon ben voilà, si c'est l'option châssis, si c'est l'option choix de voiture, si c'est l'option consommation, quel est l'investissement? Parce que dire à quelqu'un, je vais gagner 50 ou 100 euros par mois, mais pour ça il faut dépenser 4 000, c'est pas la même chose. Non, c'est chiffré en fait, dans l'outil, on prend en compte absolument au maximum, dans la ligne de l'outil, on prend en compte tous les coûts. Et au final, c'est pas juste une valeur, on ne dit pas vous avez gagné 50 euros, c'est pas une valeur qu'on a dans la littérature, c'est une valeur qui est calculée à partir de. Donc ici on a par exemple le traitement de bâtiment, si on fait un travail d'isolation, on va le chiffrer, on va le déterminer à partir de tout ce qu'on a pu récupérer de l'information sur le foyer. Et on va y rajouter un actuel en cours, et le coût de l'opération qui va être forcément situé approximatif pour essayer d'être plus proche de la nouvelle. D'accord, mais ça vous le communiquez à votre client à ce moment-là, dans les tableaux qu'on a vus,
sera des clients, hein. Ce sont des... C'est pas des dans l'étude, oui, transformation. Oui, alors on prend beaucoup plus de temps pour expliquer la façon dont il fonctionne, pour leur expliquer aussi comment sont estimés ces coûts. D'accord. Donc je voulais rebondir justement sur la question que j'ai posée tout à l'heure, parce que ce qui est un peu vexant pour nous, c'est que bon, on véhicule le passif comme étant quelque chose qui coûte cher. Je me suis permis d'appeler le bureau sur le temps de pause. Là, on a fait la transformation d'un bâtiment de bureau de 3800 m². On l'a fait modifier en 13 appartements. Ils sont passifs. Et le coût est carré de 680 € du m². Alors quand j'entends que même ici, on ne compte pas du passif qui est l'avenir et ce qu'il faudra faire demain pour pouvoir justement consommer le moins possible. La même chose, on a des nouveaux bâtiments qui ont été conçus de 13 000 m², sont plus gros, et le prix au m² est de 800 € du m². Donc on a des coûts qui sont relativement bas, peut-être même trop bas, parce que c'est une nouvelle technologie. Mais si vous-même ici, on ne véhicule pas d'aller plutôt vers le haut et de rester au minimum du bas, on ne sera pas rapidement. Parce que faire des travaux pour RRT 2012 et peut-être mettre 1%, ou peut-être même pas mettre d'argent du tout pour RRT 2020 avec la gestion par la robotique, permet quand même d'accéder directement aux maisons de demain de 2050. Je suis moi je suis étudiant, je fais des énergétiques auparavant en passé, donc je pense pas que votre lait il vient du passif d'université, je pense pas que c'est une autre université, c'est parce qu'on n'a pas encore assez avec Saint-André, on n'y est pas forcément avec les coûts qui sont sous-puissants, la logique du chiffre, elle sera favorable au passif, et puis avec les habitudes on en prend besoin de plus. Moi je pense de vous. D'accord. Alors maintenant, une question pour vous. En ce qui concerne l'électricité, est-ce que dans le partenariat que vous avez avec vos clients, chez qui vous passez des contrats de fourniture de photovoltaïque notamment, je vais plus en parler au niveau production photovoltaïque, vous faites des cas de production, biomasse et autres. Dans le cadre de vos contrats, est-ce que vous donnez une aide si votre consommateur installe chez lui du photovoltaïque? Je pose la question parce que aujourd'hui, dans les grandes surfaces, les grandes enseignes, la réflexion que l'on recueille, c'est que ce sont de gros consommateurs énergivores et qui vont se mettre, comme on l'a dit tout à l'heure, au minimum de la réglementation. Juste pour pouvoir avoir le permis de construire, donc ils vont rester au minimum. Mais par contre, très peu, et ça commence seulement avec quelques enseignes, très peu commencent à mettre du photovoltaïque pour simplement utiliser cette énergie pour le congélateur de 2024. Et donc, en sachant qu'eux achètent une énergie à très bas prix, mais ils ont un quota aussi. Et dès qu'ils passent ce quota, le prix, c'est plus du tout la même chose, c'est même plus un prix chez nous. Donc, c'est intéressant de pouvoir avoir des contrats avec un producteur comme vous qui pourrait dire, voilà, si eux sont producteurs d'énergie photovoltaïque, c'est évidemment un bien pour la consommation générale. Est-ce que vous pourriez envisager un partenariat sans pour ça dire qu'ils doivent revendre de l'électricité, parce que nous on fait notre consommation sur les ensembles de bureaux, sur les maisons individuelles, mais c'est notre consommation. Il n'y a pas de production qui retourne dans le réseau, mais ils économisent 30% de notre consommation. Alors, il y a plusieurs choses, il y a énormément de choses à dire sur votre question. Je vais essayer d'être succinct. Déjà, si la question c'est est-ce qu'on fait une aide si derrière il n'y a rien en retour pour nous, c'est-à-dire ils ne nous vendent même pas d'électricité et ils ne sont même pas chez nous pour la consommation. Ah voilà, donc effectivement, je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre question. Sur la question de l'autoconsommation, c'est une question très complexe sur laquelle on travaille nous depuis déjà 3 ans. On commence à avoir des modèles économiques qui tournent. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que EDF est subventionné par l'État via une taxe qui s'appelle la CSPE, qui est prélevée sur toutes les consommations, toutes les factures d'énergie. D'accord ?
EDF est subventionné pour acheter l'électricité d'origine renouvelable à un tarif plus élevé que le marché. D'accord ? Nous, on n'a pas accès pour l'instant à ce mécanisme-là. Ça veut dire qu'on doit se fournir à des prix, voilà, c'est un peu plus compliqué pour nous de se fournir. Donc n'importe quel producteur de solaire photovoltaïque aujourd'hui, quand il a le choix entre EDF qui est subventionné pour acheter à 25 et nous qui achetons avec notre modèle économique autour de 6, il va plutôt vendre à EDF à 25. On est d'accord. Donc ça, c'est la première chose. Sauf que ces aides, elles diminuent. C'est-à-dire que vu que l'État n'est pas très proactif et n'aide pas et n'a pas de grosses ambitions pour le développement des énergies renouvelables, ces aides, elles diminuent de manière très rapide. Donc nous, on se place déjà sur la fin de ces aides-là en disant aux gens, produisez pour votre propre consommation, parce que bientôt, ce que vous soutirez sur le réseau, ce que vous achetez à EDF ou à n'importe quel autre fournisseur, ce sera plus cher que de produire vous-même ce que vous consommez sur votre toit. C'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est pas encore le cas aujourd'hui parce que les industriels, ceux qui consomment beaucoup, ils ont déjà le prix de l'énergie, il faut le savoir, en France, il est très bas par rapport à tous les autres pays européens. Il est en train d'augmenter, mais il est très bas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les gros consommateurs, ils payent moins cher, ils payent encore moins cher que vous, chez vous, l'électricité qui soutire sur le réseau. Donc, du coup, c'est pas rentable pour eux d'installer des panneaux solaires, pas encore. Mais effectivement, ça va le devenir et on a un premier projet qu'on aimerait sortir d'ici la fin de l'année. Et en plus, on va le faire avec du tiers investissement. C'est-à-dire que c'est des citoyens qui vont investir dans une société de projet qui va installer et exploiter ces panneaux solaires photovoltaïques et on va revendre directement aux consommateurs via un contrat de proximité. Donc là, on a un montage qui permet en plus de financer ça avec les citoyens. Oui, vous faites ça. Voilà. Ouais. Mais on le fera pas n'importe où, tout de suite, en tout cas. Voilà. Pour l'instant, on le fait plutôt à notre réseau de partenaires déjà un peu proche. Merci. De rien. Je voulais savoir si vous utilisez la centre nucléaire pour justement faire l'énergie. Voilà. Parce que moi je suis EDF et je voulais justement venir vers vous. Et donc du coup j'ai fait une démarche au centre Saint-Artémisia. Ouais. Et voilà, donc je voulais savoir qu'est-ce qui ferait, qui me motiverait pour venir chez vous. Alors vous pouvez répéter votre question du début ? Est-ce que... Ouais. Vous faisiez référence au nucléaire. Au nucléaire, j'ai pas bien compris votre question. Si vous utilisez le centre nucléaire en fait. De l'énergie nucléaire. Donc non. Non. Donc c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire que l'énergie qui arrive chez nos consommateurs physiquement, personne n'est capable de dire d'où elle vient physiquement, d'accord ? Par contre, ce qu'on assure nous, c'est qu'on a trouvé des producteurs d'énergie renouvelable qui injectent sur le réseau autant d'énergie que ce que consomment l'ensemble de nos consommateurs et que ce que vous payez sur votre facture, ça va que à eux, à nos producteurs d'énergie renouvelable. Ça finance plus de nucléaire et plus de fossiles non plus. Ça répond à votre question ou pas ? Physiquement, on n'est pas capable de tracer l'électricité. Le réseau, c'est un espèce de gros pot commun. J'utilise en général la comparaison avec une passoire. D'accord ? Vous avez une passoire qui contient RTE et ERDF. Leur boulot, c'est de maintenir un niveau suffisant dans la passoire pour que tous les consommateurs puissent soutirer, d'accord, en dessous. Vous avez tous les producteurs qui injectent dans la passoire. Après, là, on ne sait pas où ça va, mais il y a un niveau. Donc vous n'avez pas besoin d'utiliser EDF en fait. Alors, on n'utilise pas EDF, on utilise le réseau de distribution qui appartient aux collectivités locales et qui est exploité par ERDF et RTE. Mais non, on n'a aucun contrat avec EDF. C'est bon ? Énergie clair. d'électricité nucléaire. Oui, parce que justement, je voulais changer et j'ai été sur place pour pouvoir modifier. Et l'EDF est tellement argumenté que ça n'a pas donné envie. Ah mais ça, ils défendent leur truc. Hein. Motivé à revenir chez vous. Est-ce que quelqu'un va poser la question du prix ? Merci. Attends. Non, alors moi j'avais une question à Sébastien Bruyère. C'était concernant le projet WOC, je ne sais pas où vous en êtes exactement, mais je voulais savoir à l'issue de ce projet, comment vont être valorisés les résultats et est-ce que cet outil que vous avez mis au point va être utilisé de manière plus large? Oui, c'est
on essaie de valoriser ce qu'on fait déjà beaucoup pour notre travail, donc oui, on espère bien. Donc cet outil, il écoute la précédence aussi. Un concept qu'on essaie, si on l'a mis en place, là, on s'est dit qu'il y a une très simple différenciation, il y a 3-4 ans, on a fait la même chose au français, plus un allemand qui veut exporter de l'européen. Donc oui, il sera, je ne sais pas, d'utiliser, améliorer et avoir la suite. Pour répondre à la question sur comment valoriser ces résultats, toute la partie, nous, on a notre finalité, c'est de retirer le plus d'informations concrètes sur les choix, les actes de collection des foyers. Toute la partie qualitative sera traitée par des statisticiens professionnels, et après, le résultat final, comment ça va apparaître, je ne sais pas encore, nous ne savons pas, ce sera à venir à l'automne 2016. Et l'objectif final, c'est la présentation devant les institutions publiques, en bourse, etc., de ces résultats. Et j'imagine qu'on va faire émerger des actions et un discours sur le fait que c'est bien de pouvoir laisser aussi les gens en conscience de leur émission de choisir le domaine, d'approprier et de ne pas juste faire de la restriction Juste une demande, pas très nombreux, donc je pense que ça vaut le coup que quand vous prenez la parole, vous dites qui vous êtes et d'où vous parlez, ça permettra d'éclairer le débat et les échanges plus tard au revoir. Alors, je suis initiée de l'association Connaissance Méditerranée. Donc, la question, c'est effectivement celle du prix, puisque l'ANECOM est compétitif avec EDF et les tarifs. Et la deuxième question, c'est en dehors de l'uranium, les énergies fossiles, etc., au niveau des énergies renouvelables, on sait que ça coûte aussi un impact. La construction des éoliennes, offshore, sur terre, les panneaux photovoltaïques, le fait qu'il y ait du silicium dedans, les batteries électriques, etc. Est-ce qu'on a une sorte d'empreinte carbone de cette énergie renouvelable qui peuvent être mises en parallèle de l'impact de l'énergie fossile, etc. Est-ce qu'on a des chiffres par rapport à ça qui sont présentés sur le site des autres? Alors je vais commencer par répondre sur le prix. Merci d'avoir posé la question. En général, ça vient un petit peu avant, mais... Donc effectivement, aujourd'hui, devenir client chez Enercop, on est un petit peu plus cher que EDF. Très clairement, vous allez avoir un surcoût sur vos factures d'électricité. Pourquoi? C'est pas parce que ça coûte plus cher de faire des énergies renouvelables, c'est parce qu'aujourd'hui, EDF ne vend pas son électricité à son vrai coût de production. Okay, aujourd'hui, EDF ne provisionne pas pour le renouvellement des centrales, encore moins pour le démantèlement, en tout cas pas assez, encore moins pour la gestion des déchets, encore moins pour un éventuel risque, pour assurer un éventuel risque d'accident. Ça, il faut savoir que si un accident un jour, touchons du bois, pour l'instant il n'y en a pas eu, si un accident un jour, on n'est pas assuré, parce que personne ne veut l'assurer. Ça veut dire que c'est clairement le contribuable qui va tout prendre pour lui. Donc effectivement aujourd'hui, chez Enercop, on est un peu plus cher. Pourquoi? Parce que le prix de vente d'EDF, c'est un prix politique, c'est pas un coût de production. Nous, on est sur un vrai coût de production, ce qui fait que par contre, nos tarifs, ils n'ont pas évolué depuis 10 ans. Depuis qu'on existe, le tarif Enercop, c'est le même. Donc en fait, on est rattrapé par les autres. Parce qu'en gros, les stratégies des autres fournisseurs d'électricité, c'est de se placer juste en dessous d'EDF pour avoir des clients. D'accord? Ils se fournissent sur le marché, ils se mettent juste en dessous du prix EDF pour avoir des clients, tout va bien. Et puis dès que EDF augmente, tac, les autres aussi ils augmentent. Nous, on est sur un vrai coût de production. Donc, c'est très facile de savoir combien ça vous coûterait de passer chez Enercop. Si vous n'êtes pas chauffé à l'électrique, il faut compter entre 5 et 8 euros de plus par mois, très clair. Si vous êtes chauffé à l'électrique, vous pouvez demander une estimation tarifaire, parce que là c'est beaucoup plus compliqué à calculer. Mais si vous nous donnez votre consommation annuelle et votre puissance, sur notre site internet, vous rentrez ça, vous avez une facture Enercop annuelle qui sort, et vous verrez. En gros, aujourd'hui, c'est 15%, faut compter 15% plus cher. Voilà. Et on n'a pas bougé, et on n'a pas vocation à bouger dans les années qui arrivent. Donc on va être rattrapé, peut-être même dépassé. Si je veux m'embondir, je ne veux pas en tant que client, mais la démarche que j'avais faite à l'époque, c'est vraiment envoyer un camion, je suis allé vers un impôt pour des raisons militantes. Et en fait, j'ai été un peu déçu de ne pas avoir payé plus ma facture, parce qu'en fait, quand vous allez chez Enercop, vous vous dites ah, j'ai payé plus cher que chez EDF. Donc vous anticipez un peu ça, et du coup, vous régulez un peu plus déjà votre consommation électrique, pour revenir quelque chose comme ça, ce que j'ai fait. Et au final, on s'est retrouvé cette différence, c'est vrai, énorme.
On l'entend beaucoup, c'est des retours de clients et de sociétaires qui disent en fait, avant je faisais pas trop gaffe à ce que je consommais, et c'est vrai que le fait d'avoir pris la décision de passer chez Enercop, je me suis vraiment mis à faire attention, et 15%, les 15 premiers pourcents d'économie d'énergie, c'est les plus faciles à faire. Il suffit de faire attention. Alors, il y a des gens qui font déjà très attention et qui sont chez EDF, mais quand on éteint les veilles, on baisse un peu, même sur le chauffage, on baisse un peu la consigne du chauffage, des choses comme ça, très facile à faire. Deuxième question, alors votre deuxième question, c'était l'empreinte carbone de l'énergie chez Enercop. On se pose régulièrement la question d'afficher notre bilan carbone, parce qu'il y a beaucoup de collectivités notamment qui font des bilans carbone, et pour les inviter à passer chez Enercop, on se dit que ce serait bien d'afficher le bilan carbone de notre production d'électricité. Et il faut détacher l'impact environnemental et l'impact carbone, s'il vous plaît. Détachons ça, parce que c'est jouer le jeu, c'est encore jouer le jeu du nucléaire, de dire on va se contenter de ne parler que de carbone. Aujourd'hui, on ne le fait pas parce que notre mix énergétique, en fait, il change d'une année sur l'autre, parce qu'on a un peu plus d'éolien, un peu plus d'hydro, etc. Et que la contenance carbone de chaque énergie est un petit peu différente. Donc il faudrait qu'on le recalcule tous les ans, etc. En gros, on est bien plus bas qu'EDF. Voilà. Sur l'impact de la production d'énergie, qu'elle soit renouvelable ou autre, de toute façon, produire de l'énergie, ça a un impact. Il faut comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, nous, on pense que les énergies renouvelables, elles ont un impact moindre, largement moindre que toutes les autres formes de production d'énergie. C'est pour ça que Enercop travaille sur les énergies renouvelables. La seule énergie qui n'a aucun impact, c'est celle qu'on ne consomme pas, parce qu'on n'a pas besoin de la produire. D'accord ? Donc après, de là, après il y a des débats, il y a des gens qui viennent nous voir, oui, mais moi je suis pour les énergies renouvelables, mais pas les éoliennes, parce que ceci, cela, et puis moi je suis pour les énergies renouvelables, mais pas l'hydro, parce que les petits poissons, et puis les panneaux solaires, c'est pas recyclable, etc. Il y a beaucoup de fausses idées, je vous invite vraiment à vous renseigner, parce qu'il y a beaucoup de fausses idées sur les énergies renouvelables, c'est pareil, on joue le jeu, on freine pour que les choses changent. Les énergies renouvelables, on est sur une énergie qui vient du soleil, qui vient du vent, qui vient de... Voilà, donc on n'a pas de combustible, on a effectivement une industrie qui est là pour fabriquer le matériel qui nous permet de capter cette énergie. C'est une industrie, on fabrique des choses, et oui, ça a un impact, et on pense, nous, qu'il est quand même moindre que toutes les autres formes de production à partir de fossiles ou à partir de nucléaire. Qu'est-ce que vous pensez de la centrale de Gardanne ? Alors on nous pose régulièrement la question. Ça, pour le coup, donc la centrale de Gardanne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ancienne centrale à charbon, production d'énergie, production d'électricité à partir de charbon, donc c'est une production thermique, c'est-à-dire on fait bouillir de l'eau avec un combustible et on fait tourner une turbine, et donc c'est le même principe qu'une centrale nucléaire, mais avant on brûlait du charbon et maintenant on brûle du bois à la place. Donc tout le monde communique, c'est super, on est passé aux énergies renouvelables, etc. Sauf que le rendement de cette machine-là, c'est 30%, c'est-à-dire qu'il y a 70% qui partent en chaleur, qui chauffent les nuages et les oiseaux. Donc nous, on est contre ce type-là. Même si on brûle du bois à la place de brûler du charbon, ils font venir des cargos de bois de partout dans le monde, etc. Et ils sont en train de faire monter le prix du bois sur toute la région, parce que du coup les gens qui se chauffent au bois chez eux, voilà. Donc produire seulement de l'électricité en brûlant quelque chose, que ce soit du bois ou autre chose, c'est pas intéressant. Nous, nos producteurs de biomasse, c'est des producteurs qui font avant tout de la chaleur, qui valorisent la chaleur. Donc ils utilisent l'énergie sous forme de chaleur autour de leur centrale de production, et ils fabriquent un petit peu d'électricité et on leur achète cette électricité. Voilà. Ça répond à votre question ? Excusez-moi, je voulais juste m'excuser sur cette partie pour être un peu visible et vous remercier pour votre attention. Si vous avez des gens de questions en plus, vous savez des concepts, on a une coordination à faire. Merci. Merci beaucoup. Vous avez là d'autres questions ? Ah, bon, vas-y, Charles. C'est juste un rajout, c'est intéressant de poser un peu du terme empreinte carbone. On voit bien que maintenant on parle d'énergie renouvelable, l'énergie du bois avec 30% de rendement. C'est un peu la question que je vous posais en disant moi je suis 100% pour les énergies renouvelables, à un moment donné, eux ils disent c'est super, on peut du charbon, on peut du bois, et en attendant il faut des phrases et ça pose un réel problème environnemental. Donc c'est à un moment donné, quelles sont les limites qu'on se donne dans les énergies renouvelables? C'est cette question-là qu'on effectivement sont à notre point. Ouais.
Pour compléter du coup la réponse à cette question-là, aujourd'hui chez Enercop on est petit, on est encore petit, on est en train de grossir, mais on était encore petit, donc on avait affaire qu'à des petits producteurs et du coup qui ont un impact vraiment très limité sur l'environnement, notamment sur l'hydroélectricité. Les petits producteurs au fil de l'eau ont quand même un impact moindre par rapport aux gros barrages. Donc aujourd'hui on n'a pas eu trop besoin de se poser ces questions-là. Là on est en train de prévoir de changer vraiment d'échelle d'ici 2020, puisque notamment l'écart de prix se réduit. Donc c'est plus facile pour les gens de nous rejoindre. Et du coup, on est en train d'écrire notre charte d'approvisionnement qui va justement poser ces limites-là, et notamment sur la biomasse, sur des choses comme ça, qui va poser les limites de avec quel producteur on travaille et quel projet, et sur lesquels projets on va investir aussi. Voilà. On va vous laisser échanger un peu plus pendant le déjeuner. Pour l'instant, on aura un témoignage de notre citoyen qui a présenté son projet de restaurant solaire. Donc, je vais mettre la vidéo, je vous laisse dire quelques mots sur le projet. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Pierre-André et je vous propose une courte vidéo de 2 minutes qui présente un avenir radieux utilisant l'énergie solaire pour une économie circulaire sur un projet de restaurant solaire. Voilà, je vous remercie. Merci, des questions? Donc, on a Thaïlande en dessous. Il manque un petit peu de temps, ça va arriver, je pense, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Sinon, si vous voulez, je peux faire Faut que le son. Ouais, on va essayer. Il n'y a pas la musique, mais bon, je vais essayer. Bonjour et bienvenue à Aubagne-en-Provence. Je m'appelle Pierre-André Aubert. Je suis un ingénieur en aéronautique. J'ai travaillé en aéronautique. J'ai travaillé pour Airbus en France, pour l'Agence spatiale européenne en Allemagne et pour Safran en Inde. Yes, madame, il fait les tout. Et puis j'ai décidé de changer de métier pour devenir cuisinier. Merci. J'ai passé un CAP de cuisine et j'ai cuisiné, de l'étoilé à la brasserie, de la cuisine de rue au spectacle. Et aujourd'hui, je voudrais réunir ces deux parcours en ouvrant un restaurant solaire. Un quoi? Un restaurant solaire. Regardez, ça marche avec ce fourneau, je vous explique. Vous voyez le grand miroir, ça concentre la lumière dans le plus petit, qui la renvoie sous la plaque en fonte. Et vous pouvez voir. C'est fou, non? Bon, il y a encore quelques améliorations à faire, hein. Mais l'objectif d'un restaurant, c'est d'abord de produire une nourriture délicieuse. Pour ça, évidemment, je me fournis uniquement auprès de producteurs locaux, un circuit court et si possible bio, pour proposer une cuisine de saison qui fait la part de l'eau végétale sans être végétarienne. Ce projet, ça fait 2 ans qu'on y travaille dessus, et on a réussi à l'installer, à créer le fourneau et à l'installer lors de plusieurs événements. Et aujourd'hui, on aimerait construire un restaurant solaire. C'est pour ça qu'on a besoin de votre soutien. Et voilà, ensuite, c'est un restaurant solaire, mais on peut imaginer le potager qui va autour du restaurant. Et puis aussi une usine à biogaz qui permet, en recyclant les déchets de la cuisine, de produire le gaz pour les jours sans soleil et pour aussi avoir un fertilisant pour nos propres légumes. Et là, il y a une blague que je ne vais pas pouvoir expliquer. C'est « Oh, et elle arrive cette omelette aux affaires sauvages ?» Merci de nous soutenir. Je suis disponible tout à l'heure si vous avez des questions ou il y a une campagne qui est lancée autour de ce projet. Vous avez la demande de voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.